Nous avons avec nous sur le plateau les descendants d'une histoire mais miraculeuse, comme heureusement il y a eu pendant la Shoah. Il y a avec nous Frédéric Moulin, toujours, auteur et metteur en scène français, Robert Singer, résident suisse. Il y a également Sabine Moindreau sur ce plateau. Voilà, ils sont tous les trois impliqués dans la pièce de théâtre à rendre à Monsieur Morgenstern, qui se joue à nouveau cette semaine et jusqu'à la fin du mois à Paris au théâtre Hébertot. C'est une pièce qui a cartonné déjà, qui est passée sur la chaîne publique Sénat et dont le sujet est tellement inimaginable qu'elle remonte sur scène à nouveau. On en regarde un extrait et on vous raconte tout ça. Mais ils disent jamais juif. Et c'est quoi la différence entre juif et israélite? Il n'y en a pas. Simplement, en France, quand on voulait être poli, on va dire, on disait israélite. Donc, juif, c'était une injure. Mais attention, les juifs, français de souche, qui l'étaient depuis plusieurs générations, se disaient eux-mêmes les Français israélites. Donc, juifs, c'était pour les immigrés. Bonjour à tous les trois. Merci beaucoup d'être en culture. Voilà, donc la pièce à rendre à Monsieur Morgenstern. En cas de demande, c'est la vôtre. Elle remonte sur les planches. Peut-être que certains d'entre vous ont vu déjà cette pièce, notamment sur Public Sénat, mais ça serait quand même bien de remettre les informations dans le contexte. C'est l'histoire, Frédéric Moulin, de votre grand-père qui rejoint l'histoire de votre grand-père. Expliquez-nous. Oui, en janvier 2018, je trouve dans les papiers de mon grand-père, qui était imprimeur pendant la Deuxième Guerre à Lyon, les papiers personnels de Léopold Morgenstern et de sa femme, Rosa. Une centaine de papiers personnels dont je n'avais jamais entendu parler. Mon grand-père était un imprimeur, il avait une réputation plutôt négative dans la famille, c'était un alcoolique. Il a... avec le tout venant, d'après ce qu'on peut comprendre. Pardon, enterré dans une fosse commune, c'est ce qu'on disait, oui. Enterré dans une fosse commune, on était resté là-dessus. Il avait divorcé de ma grand-mère, ils se sont mariés en 43, mais ils sont divorcés en 55. Après, ils ont mis 15 ans, c'était un divorce assez houleux. Et on est resté sur cette image toujours très, très, très négative. Et il est mort en 79. Et en 79, mon père est allé à Thionville pour faire les papiers. Ils n'étaient pas forcément en rapport, puisque c'était des enfants divorcés. Ils se voyaient un petit peu pendant les vacances. Et il ramène une boîte. Et dans cette boîte... Ovale, en carton bouilli, noir, elle a tout de suite été remisée. C'est-à-dire, elle a tout de suite été rangée. Pourquoi ? Parce qu'il y avait des papiers, justement, sur le divorce. Et on ne savait pas trop ce qu'on allait découvrir sur ma grand-mère, qui était toujours vivante. Et c'est vrai que sur le dessus, il y avait effectivement des papiers de mon grand-père. Et en janvier 2018... C'est bien longtemps après. Pour remonter la filiation, parce qu'en fait, la famille vient du Luxembourg, elle est allée ensuite en Moselle. Quand les Allemands sont arrivés, ils sont allés à Lyon. Et ils ont acheté cette imprimerie. J'avais besoin de papiers pour remonter la filiation, retrouver des papiers d'identité, des passeports, etc. Et là, je tombe sur le dossier de Léopold Morgenstern, une centaine de documents, parfait état, qui n'avaient jamais été découverts au fond de la boîte. Alors, avant de voir ce que vous avez fait pendant 5 ans d'enquête avec ces papiers, Robert Singer, Léopold Morgenstern, c'est votre grand-père. C'était qui ? Il était né où ? Et il aurait dû aller où ? C'était un juif emporté par la guerre et la Shoah. Oui. Mon grand-père, il est né à Vienne, hein. C'est un Autrichien. Et comme dit, il a dû se réfugier, comme mes parents, en 1938. Et ils sont partis un peu tous dispersés dans le monde. Hein. En fait, toute la famille. Hein. Mes parents sont partis d'abord en Italie, à Trieste. Après, il y avait Mussolini qui commençait à faire sa politique. Mais en tant que juifs, ils étaient déjà destitués de leur nationalité autrichienne. Et votre grand-père est né en 1888, c'est ça ? Oui, c'est ça. Et comme ça, mes parents sont partis d'un côté, en Italie, et puis de l'Italie, après, ils ont voulu aller en Angleterre.
Ils n'ont pas reçu de visa, mais ils ont dû payer le voyage. Et à Paris, après, ils sont descendus du train et ils étaient clandestinement, on dit clandestinement, oui, à Paris. Et c'est comme ça qu'ils sont arrivés en France, mes parents. Mais votre grand-père, d'après ce que j'ai compris, voulait normalement se rendre en Bolivie. Oui, j'ai entendu ça, cette histoire par Frédéric, qui a recherché et retrouvé des papiers là-dessus. Hein. Il avait une fille, c'est Hertha, et une petite fille. On est à quelle époque et qu'est-ce qui se passe pour lui, pour Léopold Morgenstern? Hertha, c'était ma mère. Elle est née en 1915 hein, et elle s'est mariée avec mon père Karl, qui était né en 1908. Et ils se sont mariés en 1934, le 4 avril 1934. Et une autre question, pardon, comment se fait-il qu'il ait échappé à la rafle ? C'est-à-dire que quand ils commençaient à sortir les Juifs des appartements, surtout les femmes, de marquer des choses par terre contre les Juifs avec de la peinture, et les femmes devaient nettoyer le rez-de-chaussée, c'est là où mon père a compris, c'est terminé, il faut partir. Mais ça, c'était en 1938, je pense. Et c'est là qu'ils ont pris la décision. Non, il y avait encore autre chose. Mon père avait une école privée. Pour faire le baccalauréat, on dit. Et puis le jour où il voulait, comment dit-on faire passer les examens? Non, pas les examens, mais aux étudiants, son cours, quoi. Donner cours, donner le cours de mathématiques, parce que c'était une spécialité, mathématiques et la chimie, pour mon père. Il ouvre la porte de la salle où il aurait dû commencer. Et il y avait un collègue de lui qui déjà donnait le cours de mathématiques. Et là, il a compris, c'est terminé. C'est comme ça qu'ils ont dû partir. Alors, ces deux histoires, maintenant, elles sont liées, mais grâce à vous, Frédéric Moulin. Donc, vous découvrez cette malle avec les papiers donc, de Léopold Morgenstern. Et qu'est-ce que vous en faites? Pendant 5 ans, qu'est-ce que vous en faites? Alors, mes premières questions vont à mon père, à mon oncle. C'est les seuls qui restent de la famille. Ils n'en ont jamais entendu parler. Ma grand-mère a toujours dit qu'avec l'imprimerie à Lyon, ils auraient travaillé avec l'imprimeur résistant André Bollier, qu'ils auraient fabriqué des tracts. Elle n'a jamais parlé de faux papiers, mais on peut imaginer qu'ils ont également imprimé des faux papiers. Mais c'est tout ce que je savais. Alors autant il avait une réputation, comme je vous disais, très, très sulfureuse, mais on disait aussi qu'il avait peut-être fait des actions ponctuelles. Mais sans aucune preuve, on n'avait jamais fait de recherche. Là, il se trouve qu'il y a un lien entre la famille Morgenstern et les Moulins. Donc, à partir de là, je me suis dit, je rentre dans l'enquête. Je n'ai pas beaucoup hésité, en fait. Je me suis dit, je vais directement dans l'enquête. Parce que nous, on s'est dit, Frédéric Moulin, il a joué dans la rafle, alors peut-être que c'est pour ça que finalement, les papiers d'identité de Léopold Morgenstern, ça lui tient à cœur à ce point-là. Parce qu'on se demande quand même, qu'est-ce qui vous Alors, je n'arrive pas à expliquer toutes ces coïncidences, parce que ce sont des coïncidences, mais c'est vrai que je connaissais, oui, par la rafle et par l'étude que j'avais faite à l'époque, parce que figurez-vous que j'ai joué René Bousquet en 1942, ah oui. Et j'ai joué René Bousquet en 1949, quand il est jugé pendant les procès. Et là, alors ça a duré une dizaine d'années en tout, et ça a fini par justement cette découverte de documents. Ça m'a troublé, beaucoup. Mais en même temps, je me suis dit qu'on ne faisait jamais rien pour rien, puisque je savais beaucoup de choses sur la période. Oui, donc sur la pile de documents en question, je trouve documents de M. Morgenstern confiés à M. Louis Moulin en 1942, mon grand-père en 1942, et en dessous, à rendre à M. Morgenstern en cas de demande. Et là, j'en parle avec une auteure de théâtre, elle me dit, mais il faut faire une pièce. J'avais déjà eu l'idée, elle me dit, ton titre, tu l'as. Et c'est vrai que le titre, je le trouve, on l'aime beaucoup parce qu'il est long et puis il y a le en cas de demande qui évidemment... Oui, le en cas de demande est très très important. Et alors ce qui est intéressant dans cette pièce, c'est que votre rôle d'enquêteur,
vous le donnez à vous, Sabine Moindreau. Qu'est-ce que ça fait d'être dans la peau de Frédéric Moulin? Comment vous avez appréhendé ce rôle? Alors, c'était pas prévu au départ. Quand Frédéric m'a contacté, c'était pour jouer les personnes avec qui il est rentré en collision, mais qu'il a rencontré lors de cette enquête, les gens de sa famille, des experts, des historiens. Et puis on a commencé à répéter. Et très vite, Frédéric a dit « Mais je pense qu'il faut pas que je joue mon histoire, parce qu'elle va être plaquée. » Donc, il m'a, comme on peut dire, refilé le bébé. Le 3e ou 4e jour de répétition. Et du coup, j'ai été... très surprise, et surtout je me suis dit bon bah là vraiment j'hérite de la boîte. La boîte là à nouveau elle est entre mes mains et c'est à moi de d'en faire sortir. Oui, et puis j'hérite de cette histoire. Il va me transmettre certaines choses et puis il y en a d'autres parce que là il est question de théâtre, donc d'art, et sur d'autres sujets il m'a dit ben tu es libre aussi de faire ton histoire avec la mienne. Qu'est-ce que vous avez ressenti, Robert, lorsque vous avez vu cette pièce pour la première fois? Parce qu'on comprend quand vous parlez, même hors antenne, que c'est grâce à Frédéric Moulin que vous avez remonté le fil de votre propre film. Oui, bien sûr. La surprise, elle était incroyable. Incroyable. Quand j'ai vu la première fois, je ne sais pas si j'ai vu ça sur quelques prises de vue sur YouTube, je ne me rappelle plus. Vous avez envoyé la vidéo, oui. Oui, la vidéo. Et que j'ai vu mon grand-père, une photo de ma sœur, même qui était dans les papiers aussi, était incroyable. Ouais, c'est émouvant. J'étais vraiment dans un autre monde. Comment est-il possible qu'une personne étrangère, maintenant, connaisse mieux ma vie que vous-même? Je voudrais qu'on écoute un autre extrait, un autre moment de la pièce qui soulève une question extrêmement intéressante. Vous méritez que je vous aide à partager cette histoire hautement extraordinaire. Votre famille a sauvé une famille juive pendant la guerre. Non, il est inexact de dire que... Il a fabriqué des faux papiers et a caché tous les membres de la famille dans l'imprimerie au moment de la rafle de l'été 42. Vous devez le faire savoir. Je dois. Rien ne le prouve. Rien ne prouve qu'il ne l'a pas fait pour l'instant. Je ne peux pas vous laisser dire que mon grand-père a effectivement... La modestie n'est pas une qualité. Voilà, il est intéressant ce passage parce que donc on comprend dans la pièce que vous mettez en scène finalement votre enquête, donc les gens que vous avez croisés, les démarches que vous avez dû faire, et vous tombez. Maintenant, je parle à vous parce qu'en fait vous c'est lui. Et donc vous tombez sur une espèce de journaliste ou productrice qui a l'air un peu folle qui vous parle d'exploitation et de marchandisation. Elle est intéressante cette question. Vous êtes posé, voilà, vous avez eu des doutes sur ce point-là? Alors c'est vrai qu'on était pendant la création et même pendant les tournées, pendant la diffusion du spectacle, il y a eu la campagne présidentielle. Et je me suis dit que cette scène était vraiment tombée. Elle était déjà écrite, mais je me suis dit on la garde et puis on va la jouer. Pourquoi? Parce qu'effectivement, il y a de la récupération, et dans ce domaine en particulier, sur des relectures, sur des choses. Des petites choses, exactement ce que je dis dans le texte, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont apporter une petite différence sur ce qu'on sait déjà de l'histoire, et ça va émettre un doute, ça va diffuser un doute. Et ça m'intéressait vraiment d'en parler. Et elle va très loin, cette journaliste, effectivement. C'est une investigatrice, exactement. Qu'est-ce que vous avez fait des personnages un peu bizarres que vous avez trouvés pendant votre enquête, pendant ces 5 ans d'enquête, avant de monter la pièce? Qu'est-ce que j'en ai fait? Ouais, il y en a que vous avez mis de côté en disant non mais là c'est pas possible. Alors oui, il y en a que j'ai mis de côté puisque j'ai eu des remarques. Je ne suis pas juif, et j'ai eu des remarques sur justement le fait que je traitais déjà. Voilà, on dit traiter un sujet juif, c'est déjà un souci de le dire comme ça. On m'a dit aussi que j'aurais pas de mal à trouver de l'argent puisque c'est sur la Shoah, ce que les gens et même de la part de proches. Ce que les gens oublient, c'est que pour monter un dossier et monter un spectacle, c'est très très long. J'ai monté des dossiers de 140 pages. J'ai fait des recherches historiques. J'ai écrit une chronologie de toute la famille. J'ai rencontré des experts de la période. Et j'ai évité de mettre ça dans la pièce. Bien sûr. J'ai évité parce que, en fait, moi, ce qui m'intéressait, c'était vraiment la recherche, l'enquête sur cette famille, essayer de remettre en place, de trouver les lignes de leur parcours.
Savoir si c'en était sorti aussi, c'était quand même ma première question. En cas de demande, parce que finalement, personne ne vous l'a demandé. C'est vous qui l'avez demandé à vous-même, d'une certaine façon. Oui, c'est ça, mais bon, je l'ai pris comme une injonction, hein, cette note. Donc, du coup, je me suis j'ai plongé dans cette histoire. Et c'est vrai que le en cas de demande m'a poussé aussi à regarder, à étudier tous les convois qui sont enregistrés et qui sont accessibles sur Internet. Donc, j'ai passé des nuits entières à voir s'il y avait des Morgenstern ou des Singer qui avaient été déportés. Et vous savez, dans les colonnes, tout n'est pas forcément enseigné, donc parfois il me manquait des éléments. Donc même après avoir étudié tout ça, je ne savais pas si ça en était sorti. J'ai une dernière question avant qu'on passe à la Suisse, enfin à la deuxième partie de ce dossier. C'est une mise en scène très épurée. Je pose la question, bien que ce soit vous qui ayez mis en scène, mais jouer comme ça, l'épure, arriver à rendre compte, est-ce que c'était difficile pour vous? Parce qu'on joue avec les photos, avec cette petite balle comme ça, est-ce que c'était compliqué? Non, c'était pas compliqué, mais c'était surtout de la même manière qu'on parle de récupération, il y a aussi l'esthétisation de ce sujet dont on s'est beaucoup méfié. Et en fait, on a voulu aller au cœur en fait de cette histoire, c'est-à-dire une boîte, un tulle, un tissu sur lequel projeter ces documents. Donc la boîte, les documents, et puis les protagonistes. Il n'y avait aucune raison d'apporter autre chose. Et c'est plutôt très, très agréable. Oui, c'est très digne. Très, très digne. Oui. Ça vraiment pas vous faire le reproche d'indignité. Oui, allez-y. Oui, pardon. Sur les formes géométriques, je pense que c'est important, puisque le choix des formes géométriques avait été fait bien avant que j'entende une émission où j'ai appris qu'on avait fait des enquêtes dans les années 30, pendant les années 30 en Allemagne, et on voulait savoir si, parce qu'évidemment on voulait tout contrôler, chaque citoyen allemand devait être contrôlé jusqu'à leurs rêves. Et j'ai appris que des gens étaient comme ça au hasard, étaient inquiétés, on les faisait venir pour qu'ils racontent leurs rêves, pour savoir s'ils n'avaient pas eu de pensée subversive pendant leurs rêves, si c'était pas contre le parti. Et ça m'a beaucoup interpellé, puisqu'il y en a un qui dit clairement qu'il a pensé à des formes géométriques, qui étaient donc non interprétables, et donc il n'était pas condamnable. C'était répandu même, tu disais, comment dire, le fait de cadrer ses rêves inconsciemment pour ne pas être inquiété. Oui, c'est-à-dire il y a tout un conditionnement. Une forme de neutralité dans la il fallait rendre compte, il fallait donner une neutralité, et donc j'étais content de la coïncidence, puisque du coup les formes géométriques étaient en apparence neutre. Le texte est formidablement bien porté. Vous vivez en Suisse, Robert. Comment vous êtes retrouvé là, en quelques mots en Suisse, puisque d'après ce que vous nous avez dit, vos parents sont retournés vivre en Autriche, ce qui n'est pas banal. Oui, et étant donné que j'avais comment dit-on des papiers, des accointances. Non, que j'étais autrichien à ce temps-là. Une identité. J'ai dû pratiquement, j'aurais dû faire le service militaire, parce que j'avais l'âge de 20 ans, et j'ai pu repousser ça par l'employeur, qui m'a fait des papiers d'excuses, comme quoi j'ai trop de travail, il ne peut pas me laisser partir. Et c'est comme ça que j'ai pu reculer ça pendant 4 ans. Et en 1966, j'ai pris ma valise le jour où est arrivée une lettre de Salzbourg, de la caserne. Parce que vous ne vouliez pas que mon père a ouvert pour moi. Je lui avais fait une... En allemand, on dit Vollmacht. Vous ne vouliez pas prendre les armes pour l'armée autrichienne. Oui, j'ai ouvert la lettre, on a vu que c'était... que j'aurais dû partir pour Salzbourg. Et là, j'ai dit non, je ne porte pas d'armes pour l'Autriche. Et c'était le jour même que je suis parti. J'ai pris le train le jour même et je suis parti pour la Suisse. Je vous ai posé cette question parce que la question des Juifs et de la Suisse, elles sont rarement posées, enfin des Juifs pendant le Shoah évidemment, elles sont posées à la faveur d'un film, de 2 films ou d'un livre. On a demandé à Ruth Zilberman, docteur en histoire contemporaine à Genève, elle est spécialiste de la fuite en Suisse, de nous expliquer l'attitude des Suisses à l'époque. Elle a étudié 19 000 cas. Selon ces chiffres, 29 000 personnes ont tenté le passage et la fuite à partir de 1933. Et sur ce nombre, il y a environ 12 800 qui sont venus de la France. La question que l'on a posée à Ruth Zilberman, c'est quid de la Suisse et de sa prétendue impartialité?
Envers les réfugiés juifs en particulier, elle a été fermée officiellement durant toute la guerre, comme d'ailleurs pour toutes les personnes sans visa. Mais elle a ouvert des portes à partir de l'été 42, entrouvert des portes, et donc, en quelque sorte, émis des instructions de tolérance pour certaines catégories de personnes. Et elle a continué à refouler. Et la Suisse a pendant longtemps pensé qu'elle ne faisait pas partie de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Elle s'est réveillée très très tard. Alors, il y a quelques plaques mémorielles, oui, et il y a un projet actuel de mémorial. Il n'existe pas encore. En quelques mots, Frédéric Moulin, Ruth Zilberman vous a aidé. Comment ? Alors, je l'ai rencontré parce que je suis allé faire des recherches au mémorial de la Shoah. Et son nom est très vite venu, parce qu'elle a donc étudié pendant 19 ans. Elle a publié un livre formidable, chez Kalman Levy, La fuite en Suisse, aux éditions Kalman Levy. Oui, et son livre, c'est sa thèse. Et sa thèse était téléchargeable. Et je télécharge sa thèse, je tape dans la barre de recherche du PDF Léopold Morgenstern, je ne trouve rien. Je mets juste Léopold et je trouve Léopold M. Et là, je trouve l'histoire de Léopold, c'est-à-dire de la famille sur laquelle je faisais l'enquête. Je voudrais qu'on revienne sur deux films qui, d'une certaine façon, à leur façon, ont abordé la situation des Juifs et de la Suisse. On avait reçu Fanny Ben Ami, qui est toujours vaillante. D'ailleurs, elle a 92 ans et son histoire a inspiré un film merveilleux qui s'appelle Le voyage de Fanny. Elle était toute petite et elle a aidé des enfants encore plus jeunes qu'elle à traverser la forêt pour fuir en Suisse. Et l'autre film absolument épouvantable est tiré d'une histoire vraie également sur un Juif. En Suisse, ça s'appelle Un Juif pour l'exemple de Jacob Berger. C'est tiré d'un livre de Jacques Chessex, L'assassinat barbare du boucher Bloch. Je vous propose qu'on regarde juste un extrait de ce film. Edelstein, Maurice, Dreyfus, Jacob, Cohen, Émile. Bon, lequel ? Qu'allons-nous faire pour montrer notre fidélité à Adolf Hitler, qui aura 53 ans dans 15 jours ? Tout cet argent qui dépasse de tes poches, tu ne crois pas que ça rend les gens jaloux ? Mais rien ici, c'est la Suisse. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Voilà, et à la faveur de ce film, on a posé la question à Ruth Zilberman de quoi était nourri, de quoi était fait cet antisémitisme des Suisses pendant la guerre. Écoutez, il y avait beaucoup de xénophobie, essentiellement. La Suisse, depuis la fin de la Première Guerre mondiale, luttait contre la surpopulation étrangère, et en particulier contre les Juifs immigrés. Bon, essentiellement les Juifs de l'Est, qui étaient très mal vus, il faut bien le dire. Elle avait quand même une population juive de quelques milliers de personnes, qui était tout à fait intégrée d'ailleurs. Cette xénophobie explique le fond du problème. Peut-être une moitié de la population suisse est peut-être antisémite. Vous savez, cet antisémitisme bête, fait de préjugés. Alors il y a eu cette victime, ce malheureux monsieur Bloch, un marchand de bestiaux de Payerne, qui a été assassiné pour l'exemple par 3 malfrats qui voulaient devenir Gauleiter de Suisse après la victoire du nazisme sur la Suisse. Heureusement, ce monsieur Bloch est la seule victime en Suisse, à l'intérieur de la Suisse. Bon, mais il y a quand même eu, et surtout à partir de 1942, à partir des grandes rafles et des déportations de Belgique, de Hollande et de France, rafles du Veldiv et autres, qui ont été assez vite connus en Suisse, un très grand mouvement pro-réfugiés, dont on n'a pas assez souligné l'importance. Il y a des journaux locaux qui faisaient des articles extraordinaires, que la Suisse était préservée par la guerre, préservée du nazisme, et qu'elle se devait d'accueillir les Juifs. On a eu tout un mouvement d'opinion publique qui a influé sur le gouvernement. Et du coup, le gouvernement, comme je l'ai dit, a entrouvert des portes.
Voilà. Juste pour terminer, quels sont vos rapports maintenant à tous les deux? Comment... Voilà, c'est votre... C'est quoi vos liens? C'est mon petit frère. Petit frère, c'est joli. Mais c'est vrai, comme vous le disiez en début d'émission, c'est l'histoire de mon grand-père, c'est l'histoire de son grand-père. Donc on est les deux petits-fils. Et c'est vrai que ça a créé un lien assez inouï. Et c'est facile de sortir d'une enquête pareille, d'une histoire pareille? C'est difficile, enfin, quand j'ai rendu les papiers, parce que je lui ai rendu les papiers. Ah, il vous a rendu les papiers. Très difficile. Vous ne les aviez pas demandés? Non, il y a eu toute une recherche jusqu'à ce que Frédéric m'a retrouvé. Et c'est formidable. J'ai reçu un coup de téléphone au bout d'un moment. Et puis, vous êtes M. Singer? Tu peux le raconter mieux que moi. C'est vrai que alors, parce que grâce à Ruth Zilberman, oui, Ruth. Puis après, j'ai rencontré une autre historienne qui m'a mis en contact, qui a été en contact avec un généalogiste et qui avait trouvé dans l'arbre Robert. Et puis on a dû passer par la cousine, par le généalogiste. Et à un moment, j'ai eu son numéro et l'historienne me dit « Il vous attend ». Donc je l'appelle. Et donc ça faisait 4 ans et demi. C'est beau. Je l'appelle et ça captait mal. Et il me dit « Ah oui, Frédéric, je suis dans la forêt avec mon chien. » Et là, j'ai dit oui, ça fait 4 ans et demi que... Ça fait 4 ans et demi que j'attends. Je peux attendre encore un peu. Voilà, merci beaucoup. Merci Sabine Moindreau, merci Frédéric Moulin, merci Robert Singer, merci pour cette pièce de théâtre.